Bonsoir, 18h30. Nous allons ouvrir ce conseil municipal du 30 octobre 2025. Je demande à ce qu'on puisse démarrer l'enregistrement audio, c'est fait, qu'on puisse nous lancer sur l'enregistrement pour qu'on puisse ensuite en différé le mettre sur la chaîne YouTube. Voilà, donc en vous rappelant que la séance est publique et sera diffusée sur la chaîne YouTube le lendemain, sauf si ça marche bien, en général on le fait le soir même, et on rapport au public qu'il est bienvenu, je le remercie, mais qu'il n'a pas possibilité d'intervenir. Je vais commencer par l'appel des conseillers. Donc Joël Guillon présent, Mireille Gilibert, présente. Sébastien Mettet, présent. Catherine Lotte, présente. Daniel Gérard, présent. Moufida Roussin, présente. Gilles Antose, présent. Jean Chenavier, présent. Yvette Ségla, présent. Daniel Baird, présent. Jean-Paul-Louis Gavet, présent. Claude Boulu, présent. Frédéric Point devrait arriver, Denis Gaveau, présent. Jean-Yves Garnier, présent. Patricia Vacheron, présent. Julien Servoz, excusez, représenté par Daniel Gérard, Michel Bertoldi, présent. Christophe Bignon, présent. Julie Mania devrait arriver, oui. Francis Correa, présent. Marilyn Jouve, présente. Joris Belton, excusez, représenté par Marilyn Jouve, Martine Vernet, présent. Bernard Amtose, présent. Marie-Claire Bali, présent. Voilà, donc nous avons le quorum et pouvons délibérer de manière régulière. Vous allez, alors là pour le coup on pourra faire passer la feuille de présence si ce n'est pas déjà fait, en nous excusant parce qu'on a fait 2 modèles. Vous dire également que nous avons à vous présenter Caroline Grégoire, qui est nouvelle au service communication et qui est en complément d'Amélie, puisqu'Amélie était à 100%, Amélie a souhaité ne plus avoir un temps plein, donc nous avons complété par le poste et l'embauche de Caroline. Et petit à petit, si Amélie veut réduire encore son temps, il y aura un transfert pour qu'on soit toujours avec un équivalent temps plein, ça a été conçu dans ce sens-là. Vous informez également qu'on a mis en place un nouveau logiciel, et pas sans poser problème. Mais on y arrive. Malgré la bonne volonté d'Albert, mais même moi je suis resté hier sur le carreau. Donc on est en train de regarder. L'objectif est que vous puissiez avoir vos délibérations ensuite accessibles. Voilà, mais on est en train d'affiner. Voilà. Donc on est en train de regarder pourquoi, et donc l'avantage c'est que toutes vos délibérations seront sur le logiciel, vous pourrez les regarder quand vous voulez, vous aurez les comptes rendus, donc c'est sur un seul espace qui est sécurisé, c'est pour ça que c'est compliqué, hein, parce que les accès sont sécurisés, et pour nous c'est un énorme avantage, parce qu'on fait la délibération, on l'intègre, on peut la modifier, si on la modifie, on n'a pas besoin de vous renvoyer quelque chose, elle se met en dernière version en automatique, et c'est surtout qu'après le conseil municipal, ça va remplir en automatique chacune des délibérations et le compte rendu, ça fait tout en automatique, et ça envoie tout à la préfecture. Donc, c'est un véritable gain de temps quand ça marche. Donc, on va voir ce que ça donne, et puis si la prochaine fois c'est compliqué, on doublera encore par envoi du mail. Voilà, mais Albert reviendra vers vous pour cette partie. Vous dire également, avant que l'on commence les points à l'ordre du jour, redire à Mireille nos sincères condoléances suite au décès de sa maman, et que nous avons été par la pensée à ses côtés. Vous dire également que nous avons, c'est des joies de la vie, d'avoir également en parallèle la naissance de la petite Giulia, qui est la fille de Laura, notre policière municipale. Voilà, je ne donne pas son nom. Pour préserver, donc Giulia est née le 10 octobre, et on félicite Laura et le papa. Je vous propose, ayant épuisé ces informations diverses, je peux peut-être vous le dire, comme ça on gagnera du temps pour tout à l'heure. Date du prochain conseil municipal, le 27 novembre à 18h30, c'est confirmé. Vous dire que pour la banque alimentaire, Mireille vous attend et enverra un mail pour le 28 et le 29 novembre. 28 et 29 novembre. Oui, alors peut-être en précision, effectivement, le conseil municipal avait été fixé initialement le 25 et il y a un décalage au 27. Pour des contraintes agenda. Donc, c'est moi qui ai dû confirmer, excusez-moi. Ah oui, pardon. Oui, c'est parce que j'interviens au niveau de la métropole et j'étais coincé. Et la métropole, je ne pouvais pas changer la date. 27 novembre
du temps que vous y êtes le lendemain et le surlendemain, banque alimentaire, collecte, et ensuite vous dire que le goûter des aînés sera le mardi 9 décembre après-midi, comme chaque année. Hein, le mardi 9 décembre après-midi, c'est le goûter des aînés dans lequel on remet les chèques VIP à la salle des fêtes. Et le lendemain matin, le mercredi 10, nous serons au Salle des Nord pour celles et ceux qui, parmi nos aînés, ne souhaitent pas avoir, de venir à la soirée, à l'après-midi festive et souhaitent plutôt discuter avec nous de manière plus conviviale. Donc bloquez ces dates-là, c'est-à-dire le 9, 10 et puis le week-end qui va derrière pour qu'on distribue pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà pour les informations que je vais mettre là. Donc, premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre que vous avez reçu dans votre convocation. Est-ce qu'il y a par rapport au compte-rendu que nous avons établi des remarques? Pas de remarques, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Point numéro 2 du Conseil municipal sur la viabilité hivernale. C'est une convention que nous voyons chaque année. Nous allons passer en deux parties. D'abord faire la convention avec l'agriculteur et puis ensuite nous aurons une autre délibération pour recruter un vacataire pour assurer la viabilité hivernale en vous rappelant qu'il y en a un qui fait le coteau et un la plaine. Rapporteur Daniel Gérard. Oui, bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, effectivement, nous réitérons nos conventions de viabilité hivernale avec la première convention qui concerne un agriculteur qui donc s'occupera du déneigement et nous lui fournissons la lame communale. La modification sur cette convention par rapport à celle de l'année dernière, le tarif, le taux horaire hebdomadaire et le taux horaire des jours fériés, dimanche et jours fériés ont été légèrement augmentés en progression de l'indice qui correspond. Voilà, on vous demande de valider et de permettre au maire de signer cette convention de déneigement suivant les conventions qui étaient jointes à ce point. Très bien, donc c'est quelque chose qu'on voit tous les ans. Oui, c'est chaque année. Et on a la chance d'avoir les mêmes agriculteurs, enfin un retraité et un agriculteur. Là, il s'agit de M. Marmonnier, qui est volontaire pour refaire cette viabilité hivernale comme chaque année. Et ça nous rend bien service. Très bien, des questions? Oui, M. Correa. Oui, sur l'annexe pour le circuit de déneigement, il est porté le parking cloche-appui. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité ou... Non, la liste a été reprise, mais cloche-appui devrait gérer son parking. Saint-François. Saint-François, ouais. Par l'objet, donc on va enlever, effectivement. L'entrée pourra, on avait négocié avec, on a rencontré les deux personnes concernées, Sidoine Marmonnier, donc on nous a posé la question, on lui a dit si vraiment il y avait des grosses quantités de neige, de dégager l'entrée du parking et la sortie, les zones d'entrée et de sortie, s'il pouvait le faire. Ouais, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de neige qu'on fasse un merlon en poussant sur le côté. Voilà, ouais, éviter de faire un merlon et de condamner le parking du coup depuis Foch. Ces derniers temps, le risque est minime. Ouais. Pas beaucoup sorti dernière. Je les ai regardés. On a payé 2 heures. On a payé 145 € l'année dernière. Oui, c'est vraiment ridicule. Aussi. Par contre, ils sont hyper efficaces, t'as pas besoin d'appeler, ils gèrent ça tout seul. Moi, je les félicite et croisons les doigts, parce que tant qu'on peut les garder, c'est fantastique. D'autres questions? Très bien, donc 18h39, avant de voter, parce que ça va être les premiers points, je confirme l'arrivée de Frédéric Point et Julie Madia.
pour le quorum. Je passe donc au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? La convention est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous faisons la même chose, mais effectivement avec un vacataire, puisqu'il n'a plus le statut d'agriculteur. Daniel. Oui, donc là, ça concerne le recrutement effectivement d'un vacataire, hein, qui est toujours le même, hein, je veux voir. Donc, avec des tarifs un peu différents et pour la même... donc lui, il s'occupe plutôt du coteau, hein, et ils ont 2 zones déterminées. Le montant le taux horaire est supérieur à celui de l'agriculteur parce qu'il fournit tout le matériel, hein, la lame et le tracteur, sauf le caoutchouc qui est changé si besoin, quand le besoin s'en fait sentir, mais voilà. Donc la seule différence, c'est les 2 taux horaires qui ont été augmentés aussi en fonction de l'indice de la même façon. Je rappelle qu'on avait convenu avec ces deux personnes, quand l'indice était à la hausse, on les augmentait, quand l'indice était à la baisse, on les laissait au même tarif. On n'applique pas les baisses, on n'applique que les hausses. C'est 2 €, hein, c'est pas... Mais bon, il faut quand même le spécifier. Donc voilà, nous vous demandons d'autoriser le maire à recruter ce vacataire, hein, pour la durée déterminée pour assurer la viabilité hivernale. Question? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons aux ressources humaines pour modifier le tableau des effectifs. Rapporteur Mireille Gilibert. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc le logiciel a fait des siennes. Je ne sais pas si vous avez pu une modification qui n'a pas été prise en compte dans le cadre de la délibération. On parle de suppression de poste alors qu'il s'agit de création de poste. Voilà. Donc je vous fais grâce des articles et compte tenu des évolutions intervenues dans la collectivité et au vu des besoins, il est nécessaire de procéder à la création de postes selon la réglementation en vigueur et par conséquent de mettre à jour le tableau des effectifs. Donc dans la filière sécurité, on passe de C, l'emploi permanent, on avait 2 brigadiers chefs principaux. Suite à l'avancement de grade dans les agents et à l'embauche de nouvel agent, nous allons passer donc de 2 à 4. Et dans la filière administrative, catégorie C, en tant qu'adjoint administratif principal 2e classe, nous avions 3 agents. Suite à la réussite d'un concours par un des agents, nous passons donc de 3 à 4. Ce qui fait qu'il vous est proposé d'approuver les modifications présentées ci-dessus et de modifier en conséquence le tableau des emplois. Est-ce qu'on peut savoir la date d'effet? 1er janvier pour l'ensemble. 1er janvier pour l'ensemble. Je parle plus fort. Oui, pardon. Sachant qu'effectivement, ce n'est pas des créations strictes de postes, c'est des changements au niveau des grades. Puisque les 2 postes en sécurité, ils avaient déjà été créés sur des postes de brigadier classiques. Donc on a un avancement de grade et le recrutement qui a été ouvert a été pourvu par un brigadier chef. Donc il faut qu'on adapte le cadre d'emploi. Et sur l'adjoint administratif, c'est un agent qui est déjà dans la collectivité et qui a réussi un concours. Donc on l'a fait avancer dans ce cadre-là. Vous savez qu'on est obligé d'abord créer les postes, puis on viendra les retirer en suppression de postes en nettoyant le tableau des emplois. Mais on ne peut pas mener les 2 opérations de concert. Donc on les supprimera plutôt début 2026, une fois qu'on aura basculé les agents. Donc au 1er janvier, ils vont occuper leur nouveau grade. On constatera que les anciens sont vacants et on pourra les supprimer. D'autres questions? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité? Écoutez, impeccable, nous avons maintenant les 5 policiers municipaux et on continue à encourager les agents à passer les concours et pouvoir monter en termes de compétences et de rémunération. Point numéro 5, garantie d'emprunt à Alpizer Habitat pour l'opération La Résidence Les Dauphins. Donc vous savez que Alpizer Habitat avait fait l'acquisition d'une partie déjà de ces maisons jumelées et qu'il a souhaité acquérir la dernière qui n'était pas dans son giron.
Et donc, il nous demande de garantir l'emprunt qu'il va contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer cet achat. C'est un prêt qui va faire de 146 795 €, sachant que là-dedans, il a deux types d'aides. Il y a des plus et des plus fonciers qui sont en fait selon le niveau d'accompagnement social qu'il y a avec le locataire, et ce qui fait que pour lui, très concrètement, ça lui permet d'emprunter sur 40 ans ou sur 80 années. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est comme ça. Et nous, simplement, nous intervenons en tant que garant, puisqu'il y a pour coutume, pour accompagner les bailleurs sociaux dans leur démarche, soit d'acquisition, soit de rénovation, eh bien de pouvoir garantir l'emprunt à leur côté pour pas qu'ils se retrouvent, sinon ils auraient trop d'emprunts et les banques ne les suivraient pas. Et donc d'habitude, ce que l'on fait, c'est 35% la commune, 35% via l'Isère, et le sol, jusqu'à maintenant, c'était le département, mais le département arrivait à un tel niveau qu'il ne le supporte plus. Donc eux, aujourd'hui, ils ont des propres fonds de garantie, donc c'est Alpizar Habitat qui portera sa garantie de 30%. Donc nous, concrètement, on vous a demandé d'apporter une garantie sur 51 378,25 €. C'est uniquement, bien entendu, si Alpizar Habitat devenait défaillant, mais auquel cas il y aurait, dans l'absolu, la vente du bien et derrière le paiement, en sachant que voilà, on a une garantie sur 40 ans ou 80 ans selon l'emprunt, sachant qu'on a déjà plusieurs garanties, que la loi nous encadre sur un taux maximum, mais qu'on en est loin, puisqu'on a peu de constructions sur lesquelles il nous a été fait appel. De la même manière, on a garanti l'emprunt de l'EHPAD, par exemple. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 6, c'est l'admission en non-valeur de titres irrécouvrables et de créances éteintes pour l'exercice 2025. Donc, il arrive à un moment où on ne peut pas percevoir ce qu'on a mis en encaissement. Ça peut être de la redevance d'occupation, si vous descendez un tout petit peu le tableau. Ça peut être de la redevance d'occupation du domaine public, ça c'est quand vous payez une place pour faire un déménagement, mettre un échafaudage, etc. Pour, par exemple ici, de la mise en fourrière, on verra tout à l'heure, c'est également valable pour la cantine, l'école de musique, tout ce que les gens nous payent en tant qu'usagers. Et donc, nous confions, nous, le recouvrement au service général de compta, qu'on appelait autrefois le trésorier, et à un moment donné, quand les gens ne payent pas, il essaye de voir ce qu'il peut faire ou pas. Et il a deux solutions, soit il n'arrive pas, il met en admission en non-valeur, mais si un jour la personne était à nouveau solvable, qu'elle réapparaît dans les fichiers des impôts, automatiquement ça serait pris. Ça, c'est la première chose. Et les créances éteintes, c'est que là, par contre, malheureusement, on a constaté qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, on va vous proposer en admission en non-valeur une redevance d'occupation des sols qui n'avait pas été faite pour l'année 2024 pour 501 € et une mise en fourrière où la personne n'est pas pays, ça veut dire n'habite pas à l'adresse indiquée et la demande de renseignement est négative. Ça veut dire qu'en fait, la carte grise n'avait pas été changée, et la personne, on ne la retrouve pas. Pour 217,57 €. Donc, il va vous être proposé d'admettre en non-valeur 718,57 €, pas énorme vu notre budget. Et les créances éteintes, là, pour le coup, c'est du transport de la cantine et ce sont des gens qui ont été mis en surendettement ou en décision d'effacement de la dette. C'est des gens qui n'arrivaient plus à faire face. Et donc, soit ils sont en surendettement, et ça veut dire que le juge a décidé de ce qui était important ou pas, de ce qu'il gardait ou pas, et il a mis en place des petits remboursements. Soit le juge peut avoir carrément effacé la dette si la situation était trop complexe. Et donc ça, c'est des sommes, pour le coup, où on sait pertinemment qu'on ne reviendra pas. Ça concerne une ou plusieurs personnes en 2022 et une ou plusieurs personnes en 2024. Vous voyez qu'on en est pour 776,91 €. Alors quand on dit transport et cantine, le transport, c'est quand les gens nous payent pour prendre le bus qui tourne le matin, qui les emmène à l'école primaire, qui fait le midi et qui fait le soir. Voilà, même si on a déploré ça, on n'a pas trop le choix. Il y a des questions? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie.
Point numéro 7. Budget principal. Donc nous avons voté le budget avril. J'ai juste un doute, mais ouais. Bref, on a voté donc au printemps le budget et on a possibilité, par rapport aux crédits qu'on a ouverts, eh bien, de les réduire, de les ajuster. Et on va vous proposer ce soir une décision modificative. C'est la numéro 1, puisqu'on peut en faire autant qu'on le souhaite, durant l'exercice. Alors, on va passer sur le tableau suivant pour que vous puissiez comprendre. Alors, on va avouer que c'est pas très lisible. Bon, les conseillers l'ont en version lisible. Donc, il y a plusieurs parties. Sur l'investissement, la première partie du tableau, on va remonter un tout petit peu. Toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle des opérations pour compte de tiers. C'est-à-dire quand nous, on engage des dépenses pour quelqu'un. Par exemple, on a un sinistre quelque part, sur une maison, sur un bien privé, on fait faire une expertise. C'est nous qui payons l'expertise. Ensuite, on se retourne vers le propriétaire pour qu'il nous la rembourse. Donc, on va la retrouver typiquement, colonne de gauche en dépenses, colonne de droite en recettes. Donc, vous verrez, faites-nous confiance, mais là en bas, ça s'arrondit à 77 000. Je le fais de manière simple, voilà. C'est pareil en dépenses et en recettes, ces opérations pour compte de tiers, elles sont non budgétaires à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le SGC nous a demandé deux choses. C'est-à-dire que quand on avait imputé sur du 458, il a décidé que ce n'était pas des articles 458, c'est des articles 454 quelque chose. Donc, c'est pour ça que vous en trouverez avec des petits moins. Le moins est encore plus petit que le reste. Vous avez des petits moins, ils sont là, et vous allez retrouver des fois la même somme en dessous, en plus. Parce qu'il ne veut plus qu'on l'impute au 458, il veut qu'on l'impute au 454. Voilà. Deuxième chose, c'est que là où on avait groupé, par exemple sur l'enveloppe OPH, qui est l'avant-dernière ligne qui est ici, eh bien, il souhaite que nous, maintenant, on la redétaille derrière. Donc, on annule la globale et on remet du détail. Ça ne change rien dans le budget, ça ne fait pas rentrer les sous, et on n'en dépense pas plus que ça. Ensuite, si on continue sur l'investissement, si on regarde un peu plus bas, vous avez ici une règle du TE38, c'est qu'on n'avait pas, au moment du budget, toutes les attributions, on avait voté le principe. On avait bougé, je suis perdu. Non. Ah ouais. Bon. Donc, vous faites voir avec la souris, c'est plus simple. La règle du TE38, ça, c'est le solde du reste à charge de l'éclairage de l'hôtel de ville. Tout est passage. Tout ce qui est, sur lequel on peut changer les couleurs, on est en rose actuellement. Eh bien, ça, c'est 42 837 €. Voilà, on va avoir dessous des opérations d'intégration de suivi de travaux. Et puis, on a également maintenant le trésorier qui nous demande de faire une reprise sur subvention. Ça, c'est des amortissements parce qu'on a eu des subventions, on a eu des participations des PORA. Dans les participations des PORA, le trésorier nous demande de les amortir. Donc, on a 55 000, on va dire presque 56 000, qui sont en dépenses à ce niveau-là. Ce sont des opérations, vous voyez que c'est marqué ordre en bas. Ça veut dire que c'est des opérations qui ne viennent pas affecter les budgets. Je les prends du fonctionnement, je les mets en investissement. Ou inversement. À noter, qui est plus concret, c'est que si on prend sur la colonne de droite, en dehors des articles 45 pour les opérations de compte de tiers, vous voyez qu'en ajustement de FCTVA, moins 86 512 €. Donc là, pour être très clair, on a eu, avec le nouveau personnel, une utilisation du logiciel qui n'était pas simple et il y a une petite erreur de calcul de FCTVA. On avait un peu trop mis, il faut qu'on le diminue. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'attendait, on ne l'avait pas inscrite et il fallait qu'on puisse la relancer parce que c'est jamais simple avec l'État, mais n'empêche qu'on a touché, en complément de tout ce qu'on a déjà touché pour le reste, 164 529 € du subvention de l'État qu'on appelle les fonds verts, qui sont pour la rénovation thermique et ça a été pour le groupe scolaire. Donc je crois qu'on a pratiquement tout essayé. Je pense qu'on a accroché tout ce qu'on pouvait accrocher sur le groupe thermique, sur la rénovation thermique de l'école, et c'est quelque chose qui fait que cette opération reste à charge d'être intéressante. Et puis on a des opérations d'ordre patrimonial pour 10 700, vous les voyez de chaque côté, en plus et en moins. Voilà. Donc sur l'investissement, on équilibre à 32 257,50 €. À retenir principalement, on rajoute l'hôtel de ville, puisqu'on n'avait pas les montants exacts,
on diminue le FCTVA parce qu'on avait une mauvaise estimation, mais on a cette bonne nouvelle de la subvention fonds vert. Si on passe en fonctionnement, on va vous proposer une augmentation de 76 500 euros. Alors là, pour le coup, si on va faire tout de suite la recette à droite, vous voyez qu'on a un ajustement de FCTVA. Alors tout à l'heure, on avait trop prévu, on n'a pas calculé juste, mais là, pour le coup, on avait été prudent, puisqu'ils annonçaient que le FCTVA, qui est un fonds de compensation, c'est-à-dire que les communes ne payent pas la TVA, mais les communes ont un fonds de compensation, c'est-à-dire qu'elles touchent 80% de la TVA, mais pas surtout en fonctionnement. Et l'État avait menacé de nous enlever le FCTVA sur la partie fonctionnement. Donc on l'avait défalqué, nous, et finalement, ils n'ont pas, dans la loi de finances, ils ne l'ont pas mise. Donc on a touché 20 504 euros de FCTVA en plus. On retrouve mes opérations d'ordre de tout à l'heure, les 55 000 d'en face qui arrivent des dépenses. Donc c'est des opérations d'ordre, hein, elles arrivent des dépenses d'investissement, elles deviennent en recettes de fonctionnement. Et puis là, on a simplement en dépenses supplémentaires 10 607 euros, c'est un remboursement à la CAF par rapport à une subvention, puisque comme on a vendu le centre socio-culturel, le bâtiment centre socio-culturel des Sources, et bien on doit rembourser ce prorata à la CAF. On a pareil l'année passée, avec changement de personnel, on n'a pas mis à jour les intérêts courus non déchus. C'est des écritures comptables, ça qui fait qu'on regarde nos emprunts pour les mettre au 31 décembre. Donc en fait, on peut les faire en cours d'année, mais le trésorier nous demande à ce qu'on réaligne au 31 décembre pour savoir réellement l'état de notre dette. Et puis, il nous a demandé de provisionner 7 000 euros, parce que maintenant, c'est obligatoire. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure les parties que l'on avait pour soit écrasement de dette, soit pour effacement de dette, soit pour autre chose. Il nous demande de les provisionner pour pas que ça vienne impacter les budgets futurs. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux décisions modificatives, tant en fonctionnement qu'en investissement. Ça a été vu en commission des finances et je vous propose de les voter. Je vais d'abord répondre aux questions. À la manière. Est-ce qu'on peut déjà revenir en détail sur certaines lignes, s'il vous plaît? Sur l'enveloppe au PHRU, est-ce que il faut... Alors déjà, il y a 1 000 euros d'écart entre d'un côté et l'autre. Ouais, je vous laisse répondre. C'est une erreur au budget 2025, que d'ailleurs personne n'a y compris trésorier, où elle n'a pas été équilibrée en dépenses et en recettes, sauf que comme là on la retire, il faut qu'on la retire pour les mêmes montants qui avaient été inscrits initialement en BP. Donc on l'a, entre guillemets, on reprolonge ce qui avait été fait au budget. J'aurais peut-être pu donner, ça aurait été plus... Vous voyez qu'on l'a... du coup, c'est exactement des montants qui avaient été mis par erreur, pas avec 1 000 euros d'écart, mais on les a maintenus. Puisqu'on enlève, on enlève ça du budget, on enlève en dépenses, on enlève en recettes, puisque on va les individualiser. Et ils ne rentrent pas dans les totaux des chapitres quand on fait le budget global, donc c'est pour ça, parce que les opérations pour ordre, c'est pour ça, pour compte de tiers, pardon, c'est pour ça que vous les voyez, on ne l'avait pas vu, elle n'est pas sortie en déséquilibre en bas, parce qu'elle n'est pas totalisée dans les chapitres 11, 012, etc. C'est des opérations comptées à part. Comme on les retire pour ce qui avait été inscrit au budget exactement, avec effectivement cet écart de 1 000 euros. L'enveloppe était de 125 000, c'est ça? On a une enveloppe travaux de 125 000, oui, sur les travaux, l'aide aux travaux au PARE. Et donc du coup, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est consommé sur cette enveloppe, c'est ce montant-là, ou il y a d'autres lignes? Non, parce que, non, tout simplement, alors, il y a plusieurs choses. C'est indépendant. On a voté une enveloppe de 125 000 euros pour aider sur les opérations d'amélioration de l'habitat. C'est ce que ça veut dire au PH. Simplement, on a émis une somme groupée, il faut la détailler. Donc vous pouvez regarder, il y a des lignes ensuite qui sont détaillées derrière. Et de ce qu'on a vu ce matin, on ne va pas être bien loin des 125 000. Hein. Oui. Voilà. On a fait un point de consommation budgétaire. On ne sera certainement pas à l'enveloppe totale d'aide de 125 000 euros en compte administratif 2025. Par contre, on a quand même un taux de consommation qui est nettement supérieur aux années précédentes. Le dispositif, il avait mis un peu de temps à démarrer. Par contre, cette année, on devrait retrouver quelque chose de plus important. On est sur un motif que M. le maire a évoqué, hein, c'est de l'individualisation. C'est-à-dire que nous, on avait voté, vous avez soumis au vote des enveloppes globales. Par contre, quand on fait de l'aide
individuelle, puisque c'est de l'aide aux propriétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs, le SGC attend qu'on fasse figurer le numéro et le nom de la personne à qui on l'attribue. Donc on individualise toutes nos opérations d'enveloppe derrière. Donc on multiplie les lignes. C'est une demande du SGC. Autre question? Oui. Sur la ligne, sur la reprise de subvention que vous évoquez là par rapport à Epora, est-ce que juste vous pouvez nous préciser sur quelle opération? Celle-ci, les 55 000, c'est l'aide Epora sur l'ancien EHPAD. En fait, c'est de la reprise sur subvention. Comme les travaux qui ont été faits ont été amortissables, ils nous ont demandé de faire une reprise de subvention. Alors, on l'amortit en un exercice, c'est un peu la particularité, mais de 55 000 euros. Ok. Donc, quand on a une dépense, quand on achète quelque chose, on peut l'amortir sur plusieurs années. Et ce n'était pas tous les trésoriers, mais celui-ci demande à ce qu'on amortisse aussi les recettes. Et alors, le paradoxe, c'est qu'on amortit, mais sur une année. Puisque l'objectif, c'est que nous, je rappelle, nous, c'était juste pour voir le devenir du bien de l'EHPAD. Il y a un compromis qui est signé entre l'EHPAD et un privé. Donc, l'opération va s'arrêter. Donc, il faut qu'on déduise la subvention en rappelant que nous avions, avec l'EHPAD, passé un accord. L'EHPAD nous remboursera les frais qu'on a engagés au moment de la cession définitive du bâtiment. Une décision qu'on a prise dans le Conseil il y a déjà plusieurs mois. Autre question? Ouais. Juste pour une clarté de lecture, on est bien d'accord qu'on fait donc monter à peu près 20 000 euros de la section de fonctionnement en investissement pour équilibrer. Oui, c'est ça. Oui, c'est la lecture qu'il faut en faire. Pardon? Non, j'ai dit, on est d'accord, c'est la lecture qu'il faut en faire? Oui. Ouais, c'était juste... non, c'est on est obligé d'équilibrer, donc on a choisi ça. Oui, voilà, ok. Et enfin, dernière question concernant ce remboursement trop perçu de la subvention CAF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi il y a un remboursement En fait, on a été sur une subvention, il y a eu une subvention d'attribuer dans le cadre du transfert du centre social des sources. Donc ça, c'était l'ancien transfert. Et il y avait eu un accompagnement de la CAF, sauf que la CAF conditionne ces subventions à une utilisation durant une durée du bien qu'elle subventionne. Et donc là, avec le transfert des sources dans le nouveau bâtiment de la Maison des Habitants et des associations, ils ont calculé qu'il y avait 2 ans, 4 mois et 11 jours de trop perçus, c'est-à-dire de durée durant laquelle on aurait dû encore mobiliser le bâtiment, les sources. Et donc, ils ont fait un calcul par rapport au montant de subvention déjà versé. Donc, de 10 637,50 euros de remboursement. Voilà. Je suis en train de regarder, la subvention d'origine, elle est 34 000, c'est ça? 45 000. 45 000. Et en fait, ils C'est pour ça comptent que à le montant partir... est faible, parce que la subvention était faible. C'est une subvention qu'on a eue principalement, je crois, à l'époque, pour l'aménagement plutôt que le bâtiment. La cuisine, notamment. Ce qui est logique, qu'ils nous récupèrent la subvention quand on vend le bien. Et comme c'était une subvention attribuée au titre de l'exercice 2017 et que généralement ils les attribuent sur 10 ans, la CAF, ils ont fait un prorata 2 ans, 4 mois, 11 jours. C'est quelque chose qui avait été anticipé? Pardon? C'est quelque chose qui avait été anticipé quand il y a eu la vente du centre social ou pas du tout? On les a sollicités. On savait qu'on allait avoir une subvention à rembourser. On les a sollicités quand on avait, en rappelant qu'on a vendu l'espace, les sources, pour que la page puisse s'agrandir, puisque c'était un souhait de la page de trouver de la surface supplémentaire. Et donc le plus simple, c'était qu'on libère cette partie-là, puisqu'on avait l'opportunité d'acheter le centre des impôts, d'y mettre le centre socio-culturel, c'est ce qu'on a fait dans l'ancienne trésorerie, et ensuite d'avoir un projet plus large pour la Maison des Habitants et des associations, qui sera, elle, sur l'ancien bâtiment, en rappelant que le centre des impôts, qui à l'époque avait 4 niveaux d'utiliser, n'en a plus qu'un seul aujourd'hui. Il n'aurait pas été plus judicieux d'attendre 2 ans pour faire l'opération pour éviter d'avoir à perdre 10 000 euros de subvention? Vous poserez la question à la page. Bah, je pense que il y a eu quand même une sollicitation de la collectivité aussi auprès de la page.
Donc, Oui, enfin, la page souhaitait être dans ces locaux le plus rapidement possible, ce qui est tout à fait logique. Ce qui n'empêchera pas la CAF de nous aider quand on fera d'autres aménagements dans la nouvelle maison des habitants et des associations. D'autres questions? Monsieur Correa, je vous en prie. Oui, je pensais que sur cette DM apparaisse le montant de la vente du clocher-puits. Est-ce que ce montant est sanctuarisé? Je vous laisse répondre sur la partie technique. Pour le coup, on a signé, on a touché l'argent, donc il n'y a pas de souci. On a signé touché l'argent. Mais les recettes, vous n'êtes pas obligé de les... vous n'êtes pas obligé de les inscrire en DM, les recettes supplémentaires. Auquel cas, il aurait fallu qu'on inscrive pour 370 000 € de dépenses supplémentaires en face. Donc en clair, quand on dépense de manière, enfin quand on dépasse les montants qui ont été attribués, enfin, voilà, le conseil municipal donne au maire des montants maximum à dépenser par chapitre. Et au-delà du contenu du chapitre, le maire peut engager les dépenses jusqu'à due concurrence du montant qui a été voté, et c'est contrôlé par le service de compta, le service général de compta. Si on dépasse, on doit faire une décision modificative. On doit dire, il faut rajouter de l'argent, il n'y en a pas assez. À l'inverse, effectivement, dans les recettes, ce n'est pas une obligation. D'autant que ça n'a... Nous, on a pris le choix de ne pas le faire là, ça passera en excédent, et on aura le temps de voir comment on l'utilise, parce qu'on sait très bien que nous, l'objectif, il est fléché pour aller sur des travaux ensuite de voirie, d'aménagement. Voilà. Et on n'est pas obligé non plus, la loi ne nous impose pas d'affecter la recette à une dépense particulière. Donc ça sera un excédent qu'on remettra l'année prochaine dans une opération que l'on souhaite. D'autant plus que dans les faits, alors c'est le jeu comptable, mais les cessions de biens, quand elles sont inscrites au budget prévisionnel, elles s'inscrivent en recettes d'investissement, mais quand elles sont constatées réellement, elles vont s'inscrire comme recettes de fonctionnement. Donc dans les faits, c'est une recette qui va être encaissée sur la section de fonctionnement. Donc on n'aurait pas on n'allait pas présenter 370 000 € de recettes de fonctionnement supplémentaires en face. donc C'est contre-intuitif, mais la recette, elle est constatée en fonctionnement alors qu'elle a été budgétée en investissement la session. Et donc, du coup, ça peut être utilisé pour des dépenses de fonctionnement. Non. Si c'est enregistré en recette de fonctionnement, elle va être constatée en excédent global de fonctionnement, mais l'objectif, ça sera bien de financer de l'investissement Non, mais avec. sa question, c'est techniquement, elle pourrait être en dépenses de fonctionnement. Oui, mais ça veut dire que vous construisez un budget sur des recettes qui sont du one-shot. En tout cas, c'est pas notre... c'était plutôt par rapport à des dépenses de fonctionnement qui ont été évoquées, nécessaires par rapport à des travaux à faire, et qu'il y a une enveloppe existante donc, Non, alors, qui pourrait être intéressante. très clairement, si on va sur le fond, il a été montré en commission le niveau d'engagement qu'on a fait en dépenses d'investissement et en dépenses de fonctionnement. Donc on a des bons niveaux d'engagement, si ce n'est qu'il y a toujours des aléas, très souvent indépendants de notre volonté, qui fait qu'on ne peut pas engager 100% de notre budget. Parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a des aléas climatiques, il y a tout un tas de choses. Inscrire une recette sans en avoir besoin en termes de dépenses actuellement, je ne vois pas l'intérêt. Le prochain budget le fera très, très simplement, à part avoir un excédent cumulé, on le constatera au moment du compte administratif. Notre objectif à nous, effectivement, c'est quand on fait des ventes de biens comme ça, c'est de les utiliser ensuite en investissement. Donc, on peut rassurer tout le monde, nous irons utiliser ça en investissement. Alors, on aurait pu faire l'écriture et puis faire une fausse dépense d'investissement, mais je ne vois pas l'intérêt. D'autres questions? Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote alors. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? 4 abstentions. La décision modificative est adoptée à la majorité. 8. Création d'une association syndicale libre, îlot rue Courte. Alors, avant de donner la parole à Gilles,
pour ce point 8 et 9, qui sont étroitement liés. Je reprends ma note en 30 secondes. Hop là. 7 secondes. Alors, donc avant, disais-je, de donner la parole à Gilles pour qu'il vous explique le montage. Je souhaitais vous informer que nous avons eu une demande je sais pas où est passé mon papier, c'est pas grave. On a eu une demande de Julie Magna hier soir à 21h36, nous disant qu'en prévision du Conseil et après analyse et délibération, nous souhaitions proposer une inversion des 2 points à l'ordre du jour dans un souci de logique des délibérations. Il s'agit des points 8 et du point 9. En effet, le point 8 faisant état du vente des garages validé par le Conseil, il nous semblait opportun de voter en premier la mise en vente des garages avant la création de l'association dont l'objet n'a pas de sens si la vente n'était pas validée par la suite. Nous formulons cette demande en amont. Alors, Gilles va traiter les 2 délibérations et nous voterons ensuite l'une après l'autre. Nous maintiendrons l'ordre parce qu'il y a peut-être une incompréhension, mais pour vendre les garages en fait, ils ont un toit terrasse et ils ont un parking aérien. Donc, on est forcément en copropriété. La personne ne peut pas acheter que le garage, puisqu'il y a quelque chose au-dessus qui est une autre activité. Donc, il faut qu'on fasse une copropriété, et il faut qu'on fasse gérer cette copropriété par une association syndicale qu'on appelle libre, qui, elle, va piloter la copro. Et ensuite, la copro va régler de comment on gère le toit, l'usage au-dessus et dedans. Donc, c'est pour ça que la ville ne pourrait pas vendre le garage si elle n'avait pas son association syndicale. Par contre, de mettre en premier l'association syndicale, elle peut très bien ne pas vendre le garage. C'est plutôt dans cette logique-là qu'on a inscrit cet ordre du jour. Mais de toute façon, on est sur de la pure forme, puisque de toute façon, on va délibérer sur les 2. Et donc, ensuite, la machine va s'engager en même temps. Gilles, je te laisse présenter les 2 points. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la commune a démoli les anciens bâtiments qui étaient situés rue Centrale et rue Courte. C'est une opération qui a traîné un certain moment. On a construit 5 garages qui donnent sur la rue Courte et on a profité pour réaménager le parking qui était derrière, dont l'accès est rue Centrale. Les 5 garages seront proposés à la vente, c'est futur. Ce point fera l'objet d'une délibération spécifique. Il a été nécessaire de faire un état descriptif de division en volume qui a été préparé préalablement, tenant compte notamment des servitudes habituelles en matière entre les volumes, passage de canalisation, de réseau, etc. L'organe de gestion de l'ensemble immobilier comprenant les volumes des différents propriétaires des garages et les volumes de la commune sera une association syndicale libre, une ASL. Cette dernière aura notamment la gestion de la structure de l'immeuble, assurance, reconstruction éventuelle, mais également la gestion de la propriété des équipements communs et des espaces extérieurs. Vous avez eu le plan de localisation de l'ensemble, cela a été vu en commission aménagement du 21-10-2025. Il vous est proposé dans cette délibération d'approuver la création de l'association syndicale libre, de décider de l'adhésion de la ville à la dite association libre, d'habiliter Monsieur le maire à signer tous les documents et tout acte se rapportant à cette opération, d'habiliter Monsieur le maire à signer l'état descriptif de division en volumétrie et d'habiliter Monsieur le maire à représenter la commune à l'ASL et en signer les statuts et tous documents constitutifs et à en confier la gestion à un prestataire extérieur. Donc ça, c'est la création de l'ASL. On a évoqué aussi en commission donc la vente des garages de l'îlot rue Courte. Donc il y aura une délibération qui parle de l'ASL, on va discuter, qu'on vient de nous présenter et qui sera mis à l'approbation tout de suite après. Donc la ville souhaite vendre ces garages situés sur les parcelles BE 283, BE 285 et BE 288, issus donc du travail fait par le géomètre Polygone. Le prix de vente minimum de départ établi selon l'estimation des domaines en date du 13-10-2025 a été fixé de la manière suivante. 15 300 € pour 2 garages d'une surface de 21 m², 16 150 € pour le garage d'une surface de 22 m², 17 850 € pour le garage d'une surface de 24 m² et 22 100 € pour le garage d'une surface de 30 m². Cette estimation des domaines, donc, elle a été calculée sur le prix de vente a été calculé sur l'estimation, c'est un petit complément que je vous donne, on en a parlé en commission, mais je le donne pour tout le monde, moins la tolérance de 15% qui est possible dans le cadre de cette estimation. Voilà.
c'est un prix de vente minimum de départ, je le rappelle. Le cahier des charges de vente de gré à gré qui est joint à la présente délibération, qui précise l'état descriptif des biens, le prix de départ, les conditions de vente, ainsi que les conditions d'analyse des œuvres. Une seconde délibération sera présentée à l'approbation du conseil municipal pour détailler les conditions des ventes, notamment les prix définitifs, et donner l'autorisation au maire de signer les actes de vente. Voilà. Donc, ça a été vu en commission, je dis, il est proposé aux membres du conseil municipal de décider de la vente des garages situés à Roucourte, d'autoriser monsieur le maire, au cours de la procédure de vente du gré à gré, d'autoriser monsieur le maire à accomplir l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de la procédure et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette vente. Vous avez donc la pièce jointe, le plan, voilà. Christophe Vignon. Oui, j'aurais voulu savoir tout d'abord pourquoi l'hypothèse d'une location n'a pas été envisagée. Alors, simplement parce que ce n'est pas notre vocation à faire de location de garage, puisque derrière, il faut gérer les entrées, les sorties, le suivi, etc. Voilà, donc, on est plutôt sur une vente, puisqu'on est aussi lié à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Je vais compléter, si tu permets, Gilles. Effectivement, dans ton domaine, on n'a pas vocation à faire de la location, à gérer les entrées, comme tu l'as dit. Mais si on ramène quand même sur l'opération, pour que tout le monde se souvienne bien, hein, c'est un bien où il y a eu un toit qui est tombé, ça a été un bien à vacances en maître, c'est resté une quinzaine d'années comme ça, hein, et ça a dégradé la maison qu'on appelait la maison Luc. Et donc on s'est retrouvé avec cette grosse difficulté de comment la gérer. Nous avons fait le choix, enfin nous avions fait à l'époque une simulation pour voir si on pouvait faire des logements, c'était hors de prix, un retour sur investissement sur 30, 35 ans et encore. On a décidé de faire des garages en rez-de-chaussée et de faire des garages, de refaire du parking en plateforme supérieure. Ça n'a pas été simple, hein, je rappelle, je remercie et Gilles et Daniel, chacun dans leur domaine, parce que c'était un gros combat avec l'architecte des bâtiments de France. Hein, quand même, juste pour information, l'opération, alors je la fais de tête, on est à 600 000 €. Quoi. Donc, l'objectif, c'était aussi, en vendant les garages, de faire un reste à charge moins fort pour la commune, parce que si on fait de la location sur des biens comme ça, sur du 25-30 ans pour amortir la chose, c'est un autre job. Quoi. Voilà. Il faut qu'on aille sur d'autres opérations. On n'aurait qu'un bien, je comprendrais qu'on pourrait le porter et le guider, mais on a plein d'autres opérations sur des biens qui ne sont pas en bon état. Et bien là, on solde de l'opération, et puis ça va faire plaisir à plein de personnes. Donc dans le cahier des charges, il a été mis des conditions, des clauses, pour que les gens puissent en bénéficier en priorité s'ils sont en centre-ville, etc., à côté. Enfin, voilà. Donc c'était dans ce sens-là que, non pas qu'on n'a pas étudié, mais que c'est une hypothèse que nous, on a repoussée. Allez-y, hein, si vous avez des questions ou si Gilles Daniel veut compléter. Oui, madame. Après une première vente, en supposant que ce soit quelqu'un de centre-ville qui achète un des garages, comment est-ce qu'on est certifié que ça ne va pas se revendre et éventuellement à des investisseurs qui ne satisferont pas forcément un besoin de locataires ou de propriétaires qui seraient à proximité, De la même manière que quand vous donnez un bien sur une subvention pour une rénovation de façade, vous ne savez pas si la personne va garder son bien ou pas. Sur l'OPH, vous ne savez pas si la personne va garder son bien ou pas. Et que la loi ne vous permet pas de mettre une clause de conservation du bien pendant un certain nombre d'années. Voilà, donc oui, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas le garantir. Voilà. Oui, mais une rénovation d'un bien, c'est pas gênant si la personne ayant amélioré son logement, si derrière elle opte pour le rendre, c'est pas tout à fait le même contexte. Oui, c'est pas plus gênant s'il le vend à un autre, tant qu'il y a quelqu'un dans le garage. Après, voilà, hein, c'est la propriété personnelle. Quand vous achetez quelque chose, vous en faites bien ce que vous voulez. Hein. Si on vous met des contraintes
Si on commence à mettre des contraintes au départ, à dire le garage 1, il est pour la personne qui habite le plus près du garage 1, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est surtout illégal. C'est surtout illégal, mais ouais, je ne vois pas comment. Ben, voilà. Moi, je vois pas où est la gêne. Oui, attendez, bougez pas. Je vois pas où est la gêne. Je vois pas où c'est gênant. Si, parce que ce qui les gêne, si tu veux, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu de règles sur les ventes, sur les achats, etc. Et que là, nous, on essaye, pour redynamiser le centre, d'instaurer, c'est la première, hein, on instaure une règle. Alors, c'est jamais parfait ce qu'on fait, ça, je le sais. Mais pour la première fois, on instaure une règle qui dit qu'on va essayer de tenir compte de la proximité et qu'on donnera priorité à celui qui est le plus proche. Il y a des règles qui sont définies dans le cahier des charges, donc c'est pas notre bonne volonté. Voilà, donc il n'y a rien qui garantit l'avenir. Mais chaque fois qu'on fait un bien, il n'y a rien qui garantit l'avenir. Monsieur Correa. Oui, pour compléter le propos, en fait, c'était par le biais d'une location, la commune maîtrisait complètement l'usage en termes de garage des bâtiments. Alors que par le bail, on sait que l'occupation sera bien destinée au garage. Alors si c'est une vente, effectivement, dans le temps, on n'est pas du tout certain que ça reste des garages. Alors, En usage, et en plus, c'est peut-être aussi... Madame la directrice va vous répondre. si, parce Je vais qu'effectivement... peut-être finir, Ok. si vous me permettez. Et c'est peut-être aussi d'éviter une certaine spéculation. Sur la partie spéculation, je ne pourrais pas vous répondre. Par contre, sur la partie technique de l'usage, c'est un sujet qui a été effectivement échangé et il est prévu dans les actes notariés de spécifier que, alors c'est des biens non nobles, si je me rappelle de la formulation, de manière à notamment ce que ça ne puisse pas être des locaux de stockage, puisque c'est surtout ça qui était souhaité au niveau des élus, que ça ne se destine pas à de la transformation en stockage. C'est une fois, lors de la vente. Non, la destination, ouais, mais elle est rattachée au bien. Donc la destination là, ça fait qu'après, derrière, si la personne le revend, elle est rattachée à l'objet du départ. Elle fera, à mon avis, partie de la servitude privée. Hein. Je refais revérifier par un notaire. Nous, on est allé à la limite de ce que la loi nous permet de faire. Après, je vous rappelle qu'il y a la liberté en France d'entreprendre, d'agir, etc. Et on ne peut pas aller sur des choses. De toute façon, en location, c'est pareil, vous ne maîtrisez pas non plus ce que va faire le locataire dans la... Bah non, donc, comment vous pouvez savoir? Par le bail. Par le bail. On impose. Il est occupant, il fait ce qu'il veut du local. C'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est exactement la même chose, puisque dans la mesure où la personne, elle signe de bonne foi, vous n'avez pas, vous, en tant que propriétaire, plus de droit d'aller consulter, faire ouvrir et vérifier ce qu'elle a mis dedans. Enfin, je veux dire, elle peut très bien, sur l'honneur, dire qu'elle y met sa voiture. Et si elle a envie d'y mettre 4 cartons, vous ne pouvez pas le savoir plus que... Tu ne vois pas trop la différence? En rappelant que nous avions à l'époque, dans les premiers travaux, envisagé d'y mettre l'électricité. Le problème du coût a fait que ça nous a dissuadés. En plus, on avait peur que ça se transforme également. Donc pour le coup, la personne ne peut pas aller bricoler dedans, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Donc c'est quand même compliqué. Ça peut être du stockage. Mais ça peut. Enfin, moi, je veux dire, un habitant qui est en centre-ville et qui a un enfant de plus et qui veut ranger des meubles, ça ne me dérange pas outre mesure qu'il a un lieu de stockage. Dans les garages des trois bah, c'est comme ça qu'on a trouvé. Il n'y a pas que des voitures. Non, mais on est d'accord. Et puis c'est comme ça qu'on a trouvé des boulangers ou des artisans qui étaient extérieurs à la ville et qui stockaient dans ces garages-là quand on a fait les travaux. Oui, Christophe. Oui, moi je trouvais aussi un autre avantage à la location, c'est que ça ne sélectionne pas par l'argent. Parce que quand on prend les critères de choix, le premier qui a été mis dans l'article 3.1, l'offre de prix la plus élevée. Donc là, on va éliminer beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir un parking, un garage, qui ne pourront pas l'avoir. Une location, on maîtrise le coût, au-delà de la spéculation, et ça permet de peut-être permettre à des gens qui ont des moyens limités de pouvoir avoir un garage pour leur voiture. Ils peuvent emprunter aussi. Alors, moi, je suis d'accord. Quand on connaît bien la Côte-Saint-André, il y a encore des garages qui sont disponibles auprès de Alpizère Habitat, puisque quand nous avons eu un sinistre Trésine du Loup, nous avons loué des garages aux personnes qui étaient empêchées d'entrer dans leur garage et on n'a pas eu de mal à en louer puisqu'on avait de dispo. Donc, les gens qui veulent des garages,
y compris, ils sont prioritaires s'ils sont Alpizère Habitat. Ensuite, nous, on va assumer le fait qu'on veut un peu gentrifier la ville et que s'il y a des gens qui ont des moyens de se payer des garages et que ça leur donne envie de venir en centre-ville, avec beaucoup de plaisir, parce que la rénovation aujourd'hui, elle n'est pas ouverte à tout le monde malheureusement, puisque ce n'est pas les aides de l'État qui accompagnent plus facilement les opérations d'amélioration de l'habitat. Et que si on a des gens qui ont un peu de moyens, parce que c'est eux qui vont venir réhabiliter nos centres notamment, hein. Donc s'ils ont un peu de moyens de réhabiliter les centres, ils ont le moyen de se payer un garage, parce que la vraie difficulté quand on revient en centre-ville, c'est de savoir ce qu'on va faire avec la voiture, eh bien nous on l'assume et c'est un choix qu'on porte. Pas d'autres questions? Madame Malia, je crois. Moi, je voudrais revenir effectivement sur ces critères de choix, si peut-être vous pouvez les afficher. C'est quelque chose qui a été discuté en commission. On était 6 ou 7 en commission et on était globalement d'accord en fait sur les propositions qui pouvaient être faites. Et j'aimerais savoir pourquoi les propositions qui ont émané de la commission n'ont pas été retenues. On a mis l'offre de prix la plus élevée en premier, et ensuite on a mis en privilège, en choix, le propriétaire occupant plutôt que le propriétaire bailleur. Voilà, donc on a parlé effectivement aussi de participation de la commission. On a mis qu'elle sera examinée par la commission d'appel d'offres, où vous êtes représentés. Voilà. Et ensuite, on s'est aussi posé la question s'il y avait égalité. On a mis un tirage au sort en dernier ressort. Alors du coup, je vais me permettre les propositions qui ont émané de la commission, mais je proposerai à l'ensemble des personnes qui étaient présentes de venir compléter les propos. C'est qu'on avait proposé une hiérarchisation des critères. Et là, il y a une présentation, effectivement, mais il n'y en a pas un supérieur à l'autre. Et on avait aussi parlé d'une pondération avec le fait de pouvoir que le critère prix ne soit pas le premier qui viendrait définir le choix, mais que s'il y avait effectivement des habitants, un habitant du centre-ville qui va éventuellement avoir un prix peut-être en dessous avec une certaine marge, puisse être prioritaire. Enfin, c'est ce qui a émané de la commission. Donc là, il n'y a pas de priorisation, il n'y a pas de pondération. Voilà, on était tous, enfin je sais pas, j'invite les autres personnes à s'exprimer, mais on était tous d'accord là-dessus, donc c'est étonnant que ça ressorte pas. On est sur les propositions de la commission, après on s'est arrêté sur ces deux choix qui ont été mis en avant. Si vous voulez, Madame Malia, faire dire que la commission n'a pas été écoutée. Les commissions sont force de proposition, voilà, elles ne maîtrisent pas tous, enfin, tous les élus qui sont dans la commission ne maîtrisent pas forcément toute la réglementation. L'idée a été de mettre des critères qui ne sont pas avec des chiffres pour éviter de se faire coincer en disant c'est 60% du prix, etc., etc., puisque pour le coup on se retrouverait coincé. Et quel est le pourcentage qu'on va attribuer au prix par rapport aux choses? Donc on a mis des critères de priorisation et on a dit qu'il y aura une autre délibération qui passera en conseil municipal pour détailler les conditions de vente. Et si je ne dis pas de bêtises, dans le cahier des charges, on a dit que c'est la commission d'analyse des offres qui fera le jugement. Donc, dans la commission d'analyse des offres, vous aurez toutes les offres et vous pourrez choisir, les membres représentants de la commission d'analyse des offres pourront choisir selon les prix qui ont été annoncés et les proximités des habitants. Donc, ça nous laisse de la discussion et en tout cas, les élus ne sont pas écartés du choix final. Donc, on n'a pas mis des critères précis dans le cahier des charges pour ne pas être coincé, pour que vous puissiez avoir des conditions. La chose qui a été rappelée par Gilles, c'est de savoir qu'on donne une priorité aux propriétaires occupants et ensuite aux propriétaires bailleurs. Et ensuite, c'est une question de... C'est pas ce qui est écrit, alors donc il faut se mettre d'accord. À offre équivalente. À offre équivalente. Le propriétaire occupant sera privilégié. À offre équivalente. Oui, à offre équivalente, le propriétaire occupant soit privilégié par rapport à un propriétaire bailleur. C'est tout le problème de à offre équivalente en fait. Non, donc ça veut dire que c'est le critère de prix qui est déterminant.
Alors, je n'étais pas du tout en train de dire que... Enfin, c'est juste que j'aimerais comprendre. Alors, je vois pas en quoi c'est bloquant. Et parce qu'en fait, un marché public, quand il est établi, il y a toujours une pondération. C'est pas un marché public. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'un marché public, il y a toujours des éléments de pondération et ça n'est pas bloquant pour autant. Donc, je ne vois pas en quoi ça serait bloquant. C'est pas du code de la commande publique, c'est un cahier des charges de vente de gré à gré, c'est pas les mêmes règles. Et donc, ça n'est pas possible? Non, mais en fait, si c'est possible, oui, c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais qu'on ne nous dise pas c'est bloquant. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, est-ce que c'est possible ou pas? Bah, c'est-à-dire que si... Non, mais excusez-moi, Mais on a bien compris, madame. Je veux juste une réponse Nous, on est là. factuelle. En fait, si c'est pas possible, c'est pas possible. Si c'est possible, pourquoi ce choix a été écarté? Et c'est juste, je pense que c'est important de comprendre. Ce projet, quand il a été porté, on est 27 dans le Conseil à avoir approuvé le fait que c'était important pour que ça puisse servir des habitants du centre-ville dans un objectif de répondre à des logements vacants croissants dans le centre-ville, des problématiques massives sur ces sujets-là. On a l'occasion, l'opportunité, un outil existant de pouvoir répondre à ces problématiques-là. Si c'est une histoire de 60%, de 50%, de 40% qui est possible, pourquoi est-ce qu'on ne s'en saisit pas? Parce que à vouloir être trop technique, trop précise, vous pouvez vous faire coincer. Si vous mettez un pourcentage sur le prix et que vous avez, je dis n'importe quoi, 1 000 € de différence entre les deux garages, si vous appliquez ce à quoi vous faites référence au marché public, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous classez avec une note, si elle est sur 100, de 100 le premier, et vous allez déclasser l'autre en fonction des offres qu'il va y avoir. Alors si en fait, il n'y a que 1 000 € de différence, et que la commission estime qu'il y a un propriétaire occupant qui a mis 1 000 € de moins, mais il est un propriétaire occupant, il habite à tel endroit par rapport à un autre qui est bailleur et qui habite un peu plus loin, eh bien la commission, elle a cette souplesse de le faire, plutôt que si on l'a écrit avec des chiffres, voilà. Donc il n'y a aucun souci, ça repassera en commission et ça laisse une liberté. Pourquoi on veut aller se mettre des règles hyper contraintes sur des choses qui sont des ventes de garage? On n'est quand même pas en train de vendre la Tour Eiffel, on vend des garages. Franchement. Mais on n'a pas l'obligation justement de remplir les critères du code de la commande on va pas se contraindre. imposant des taux, puisque pour le coup, ce serait contraignant. L'avantage, c'est qu'on est dans le cadre d'une vente de gré à gré et on est transparent justement, donc profitons-en. Je veux dire, on donne quels seront les critères sur lesquels la CAO pourra s'appuyer, sans être pieds et poings liés par des critères pourcentages qui sont justement réglementaires dans le cadre d'un MAPA. Je ne comprends pas pourquoi on fait un débat au contraire. Profitons de la souplesse que nous donne la vente de gré à gré. Nous, on le voit comme une garantie. J'entends. C'est votre point de vue. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc nous les maintenons dans l'ordre. Point numéro 8, concernant la création de l'association syndicale libre. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 4 abstentions. Voté à la majorité. Concernant le point numéro 9, vente de garage îlot rue Courte. Est-ce qu'il y a des contre? 4 contre. Adopté à la majorité. Très bien. Les points de l'ordre du jour sont tous parcourus. Il me reste en questions diverses à vous donner l'information en tant que maire, vu la délégation que vous m'avez accordée, pour vous signifier que j'ai attribué le 3 octobre 2025 à l'entreprise MPS pour un montant de 79 700 € hors taxe la mise en place de toilettes publiques automatiques sous la halle et sur la place Saint-André. Sachant qu'il y aura des travaux complémentaires par des entreprises locales de maçonnerie, d'adaptation, etc. Donc sur les voiries. Mais la société MPS posera prochainement des WC sous la halle, là où il y avait l'ancien transfo, la porte en fer là, qui n'était pas très belle, avec l'avantage d'avoir des WC hommes et femmes et des WC PMR et auto-nettoyants. Ça sera pour, y compris les personnes et notre personnel, un réel plus. Et ensuite, sur la place de l'église,
MPS, c'est la société qui a fait le Rivat, c'est ça? C'est exactement la même. Ouais. Donc c'est les mêmes WC qu'il y a en Rivat. Voilà. On va les habiller pour qu'ils soient jolis. Qu'on puisse accueillir la population de manière digne. Voilà. Bon, c'est une opération à combien, ça? 130. Entre 130 et 140. Ouais, entre 130 et 140, voilà. On attend une subvention de la région, ça doit passer cette semaine. Si, c'est passé. C'est passé, il y en a. Oui. Eh ben, merci Catherine. C'est la nouvelle de fin de journée. Bon. 30%. 48. Ah. mais c'est Sur le dépense subventionnelle, oui, ils ont attribué plus que prévu. Merci Catherine. Catherine s'était passée jusqu'au pion. Et elle accueille tout le monde ici. Hein. Donc, blague à part, il faut qu'on explique pourquoi. Il a été fait ce qu'on appelle un AIB, un appel à manifestation d'intérêt, qui était dans le cadre de valoriser l'accueil des passagers de Compostelle. Voilà. Et donc, on est sur le chemin de Compostelle, et leur proposer des WC avec des lieux dignes de ce nom-là était bien. Et c'est une opération qu'on a menée conjointement également avec Faraman, puisqu'il demandait est-ce qu'il y a une continuité. Donc, Faraman a également, je l'espère, il ne faut pas s'engager. On espère en tout cas. On n'a pas encore la notification officielle. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Voilà la décision que je voulais vous donner. Il est 19h35, l'ordre du jour étant épuisé, il n'y a pas d'autres informations à vous communiquer. Je vous propose de lever la séance en vous remerciant et en vous souhaitant une bonne soirée, en remerciant particulièrement le public présent de sa participation et on vous donne rendez-vous le jeudi 27 novembre à 18h30. Merci, bonne soirée. Voilà, je l'avais